Je dois répéter ou pas? Oui. Non, non, non. Continuez, continuez. Donc, je me demandais comment l'ULB, qui s'était battu, qui s'était érigé contre l'université catholique pour justement être une université du libre examen, libérée du dogme, comment, par quel tour de magie, elle disait, après avoir dit à bas la calotte, elle dit bienvenue au voile islamique, ça je ne comprends pas. Vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit. Je sais que c'est très difficile dans les milieux laïcs. Moi, j'ai plutôt eu l'image en Belgique d'un laïc plutôt intransigeant en ce qui concernait le foulard à l'école, etc. Mais il y a des moments où je sens chez mes amis laïcs une pulsion autoritaire avec laquelle je ne peux pas être d'accord. Ça n'a rien à voir avec les filles voilées. C'était des hommes. Et tout à coup, un jour, quand j'étais doyen de faculté, il y a un collègue qui vient me dire je ne peux pas enseigner dans cette salle. Je dis pourquoi tu ne peux pas enseigner dans cette salle? Parce qu'il y a des étudiants qui prient. C'est absolument inacceptable. Il y a des choses complètement inacceptables, mais je pense que si on se focalise sur la question du voile, alors qu'on a déjà en Belgique et en France des mesures d'interdiction qui n'existent pas dans les autres pays, et les autres pays ne sont pas plus la proie au fondamentalisme que la Belgique et la France. Mais bon, on est dans ce contexte-là, je trouve que c'est bien. On est un peu à l'avant-garde de ce point de vue-là. Mais partout, il y a une oubrise qui est possible, et je sens dans votre regard et dans votre colère que vous aimeriez bien que je sois démagogue et que j'aille jusqu'au bout et que je vous dise il faut leur couper la tête à tous, etc. Enfin, j'exagère, non, je plaisante. Mais enfin, il faut l'interdire même dans l'espace public. Je crois qu'il faut lutter contre ces passions-là. Il y a quelques années, quand même, nous sommes allés pour écouter les conférences de Caroline Forest et qu'elle a été interrompue immédiatement. C'était moi qui la présentais. C'est nous qui avons été complètement pris dans le burqa blabla. Et c'était Asquin et moi. Évidemment, mais bon, c'est clair, ça que c'était horrible ce qui s'est passé à l'université. Voilà, bon, attends, on va raconter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un public qui venait écouter Caroline Forest et qu'elle n'a pas pu dire un mot parce qu'il y a des espèces d'énergumènes qui ont surgi dans la salle au Paul-Émile Janson et qui lui ont interdit de parole, donc des islamistes. Enfin, et un assistant à l'université. Voilà. Alors, bon. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que... Là, je serais d'accord avec vous. J'ai une toute petite réponse à vous faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. J'ai une toute petite réponse à vous faire. Vous avez d'un côté, j'étais là puisque c'est nous qui avons été complètement débordés, tout ça était passé sur YouTube, etc. Vous pouvez les voir, c'était terrible parce que Caroline Forest était là pour parler, d'ailleurs pas de l'islam, elle parlait de Marine Le Pen. Est-ce que la dédiabolisation de Marine Le Pen à l'époque, est-ce que c'était de l'hypocrisie ou est-ce qu'ils avaient vraiment changé, des choses comme ça? En fait, Chicha, qui était un assistant en économie, avait organisé ce fameux burqa blabla pour l'empêcher de parler, tout simplement pour l'empêcher de parler. Et ça a failli dégénérer dans la violence. Alors ça, dans l'université, et l'université a réagi de façon pusillanime. C'est-à-dire qu'au lieu de le foutre à la porte, elle savait qu'il n'allait pas remettre sa thèse parce qu'il n'avait pas fini sa thèse et donc il serait quand même à la porte en septembre. Donc on l'a, pendant un mois, avec traitement, on l'a mis de côté. C'était vraiment... Pour ça, je suis honteux de mon université, ces choses-là. Mais une chose, franchement, écoutez, ça, je le dis profondément, vous n'allez quand même pas comparer ces excités, ces fanatiques qui étaient montés des quartiers pour faire la peau à l'université de Bruxelles, à ces jeunes filles qui peut-être sont sous pression, qui font parfaitement leurs études, qui respectent parfaitement les règles de l'université. Bon. Je trouve ça insupportable ce que vous dites. Insupportable. Sachant que le moral laïque, sachant que le Centre d'action laïque revendique le fait de représenter plusieurs organisations. C'est-à-dire que là-dedans, il y a aussi les athées, les agnostiques, mais il y a aussi le centre communautaire laïque juif, par exemple, et d'autres communautés qui sont représentées, et donc pas uniquement des athées, des agnostiques. L'appellation tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais, c'est une question d'appellation, c'est-à-dire, je pense que c'est quand même le centre dans lequel, et c'est normal, se sentent représentés ceux qui ne se reconnaissent pas dans les communautés religieuses. Alors vous pouvez peut-être avoir, puisque ça n'était pas encore reconnu, des bouddhistes qui n'ont pas de clergé, qui n'ont pas de divinité même, etc., et qui se sentent bien, parce que c'est un centre qui est tout à fait ouvert, mais c'est un centre qui, à l'origine, était lié à des combats
qui étaient des combats, qui étaient les deux, c'est-à-dire le combat pour la laïcité, par exemple, le combat pour l'avortement, c'est quand même un combat général pour empêcher la société, au nom d'impératifs souvent religieux, d'intervenir sur le choix des femmes, enfin, toutes ces choses-là. L'euthanasie, rejet de l'Église de la possibilité pour un individu de terminer sa vie dignement, etc., des choses comme ça, et de choisir le moment, toutes des choses comme ça. Donc ça, ils ont été le fer de lance du combat laïque, puisque la société était dominée par l'Église catholique. Maintenant, aujourd'hui, bon, ils peuvent être un centre de vigilance laïque parce que la laïcité est toujours menacée, mais ils représentent aussi les athées et les agnostiques qui sinon vont être dominés par les accords entre religions, tout simplement. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'histoire de l'abattage rituel. Vous avez fait un excellent article, c'est vous qui avez fait l'article, je trouvais qu'il était très très bien. Là encore, si vous laissez ici pourtant des frères ennemis, c'est-à-dire la communauté juive et la communauté musulmane de Belgique s'entendre pour refuser quelque chose de tellement élémentaire qui consiste à dire vous croyez ce que vous voulez et la société ne peut pas intervenir, sauf si dans ce que vous faites il y a un mal possible, une souffrance possible pour un autre individu, et on l'élargit aux animaux capables de souffrance. Les jeunes sont très sensibles à tout ça. C'est tout à fait central. Bon. Et qu'ils s'en sortent par des argumentations complètement tirées par les cheveux, ça m'indigne, moi, effectivement. Et c'est un accord entre religions qui peut se faire, ça ne me dérange pas, mais qui est un accord pour continuer des pratiques qui ne permettent pas de faire souffrir les animaux le moins possible, alors que, bon, ce sont quand même des animaux condamnés à mort pour qu'on les mange, etc. Mais s'il y a moyen de diminuer les souffrances, pourquoi ne pas le faire? Et ça, je trouve que c'est très, très, très choquant. Et le fait qu'il y ait des organisations d'athées et d'agnostiques qui n'ont pas ces référents religieux, qui ne disent pas, à partir d'un texte que je considère comme sacré, qui est un texte qui a été formé historiquement il y a des centaines d'années, etc., je refuse d'atténuer la souffrance d'un animal, donc de l'assommer ou quelque chose comme ça, je trouve ça tout à fait scandaleux. Et donc c'est important que ça existe, c'est tout à fait important que ça existe. La chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble que, et c'est pas qu'ici, dans les milieux laïcs où je suis, il y a une obsession sur le voile. Vous voyez que tous les problèmes qui sont des problèmes, le problème de l'islamisme, le problème du terrorisme, les autres problèmes, etc. Il faut faire attention de ne pas se couper de la jeunesse progressiste. Et la jeunesse progressiste, il faut lui expliquer qu'il risque d'être pris par des arguments, le loup dans la bergerie. Mais le grand danger auquel les démocraties contemporaines sont soumises, c'est ça aussi, c'est évidemment le danger du terrorisme, mais c'est la guerre en Ukraine, c'est Poutine, c'est le réchauffement climatique, c'est les problèmes catastrophiques auxquels sont confrontés une partie de la population et qui risquent de voter populiste, etc. Donc il faut je sais bien que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en général, il faut faire attention parce que chacun, il y a ça aussi dans le mouvement woke, hein, ils sont obsédés, MeToo est obsédé par la parole des femmes, et c'est très important. Cela dit, ils sont prêts à bafouer la liberté d'expression, le mouvement woke, à bafouer la présomption d'innocence et des choses comme ça. Il faut essayer de savoir qu'il y a beaucoup de valeurs auxquelles nous tenons et on peut être nuancé dans ce type de combat. Je peux juste rajouter, par rapport au voile, en fait, c'est pas... ceux qui sont obsédés par le voile, ce sont les islamistes, c'est eux qui l'amènent tout le temps sur le devant de la scène. Oui, mais on ne doit pas être obsédés nous-mêmes. Mais non, c'est pas, nous, on n'est pas obsédés. On veut justement empêcher ces individus, ces personnes, ces groupes, c'est même pas des individus, c'est des groupes de pression, que ce soit femmes ou hommes, à imposer finalement des normes islamiques. C'est là où on en est. On est d'accord. Ben oui, mais donc c'est pas nous qui sommes obsédés, c'est eux qui sont obsédés au point de vouloir l'imposer. Si je ne me trompe pas, on précise qu'il y a la liberté de conscience, mais aussi de religion, mais aussi la liberté de l'exprimer publiquement. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu, parce que je crois que c'est un argument qui est utilisé justement par les promoteurs du voile, en disant « ça me permet d'exprimer ma religion ». Mais est-ce qu'on ne devrait pas cadrer un peu les choses en disant « l'exprimer », ça ne veut pas forcément dire l'exprimer à longueur de temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je les imagine, c'est qu'on peut dire de temps à autre, oui, ma religion, c'est celle-là, mais est-ce que finalement, cette charte des droits de l'homme ne donne pas une arme à ceux qui veulent imposer, finalement, un outil de propagande à titre perpétuel? Mais je pense qu'il y a, depuis les débuts de ce débat que je connais à peu près dans tous les sens,
et auquel c'est le genre de débat, comme les débats des théologiens à Byzance, vous pouvez passer des siècles et vous aurez toujours des positions qui sont des positions différentes. Il n'y a pas, évidemment pas de solution mathématique. Il y avait, à mon avis, une double illusion. La première illusion, c'est celle de ceux qui disent « Oh, ce n'est qu'un vêtement, c'est un foulard. » Après tout, effectivement, lutter contre tout ce qui se passe contre Samuel Paty ou contre Salman Rushdie ou les attentats terroristes. Enfin, il y a le procès des attentats terroristes absolument abominable. Et dans le soir, ils racontent comment ces types ont préparé leurs attentats. Enfin bon, c'est des trucs terribles. Et donc, il y a d'une part ceux qui disent « Bon, ça, occupez-vous de ça, mais vous occupez pas d'un voile. Et ces filles, bon, elles sont un peu... peut-être qu'elles sont, je ne dis pas ce que moi je pense, hein, je donne l'argument, hein, qui est un argument que vous trouvez dans beaucoup de mouvements, les mouvements écologistes en Belgique en particulier, vous trouvez ça, hein, consiste à dire, écoutez, ce n'est qu'un foulard, foutez-leur la paix, effectivement. Bon. Et puis il y a la position inverse qui consiste à dire, en fait, vous avez une mécanique, si vous permettez quelque part le foulard, vous allez avoir Samuel Paty. Je pense que les deux sont des abstractions. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut être très vigilant parce qu'effectivement, le foulard signifie pour beaucoup de femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la religion imposée et le harcèlement, mais que quant à beaucoup de filles que j'ai rencontrées et qui, effectivement, bon, un peu soumises, un peu autre chose, etc., je ne vois pas très bien comment, au lieu de les laisser se développer en leur disant bien que si elles veulent travailler dans les secteurs publics ou avoir une position d'autorité, elles ne pourront plus le porter, ça c'est comme ça, et peut-être qu'à ce moment-là, elles l'enlèveront. Moi je me souviens, écoutez, une fille qui avait quand même... Comment est-ce qu'on peut comparer une fille comme ça avec ces brutes de burqa blabla, et pire encore avec bien entendu Tchétchène qui est venu assassiner Samuel Paty, etc. Il faut se garder, c'est un confort intellectuel de croire qu'il y a un lien total de l'un à l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et les gens sont ambigus et personne n'est parfait. Si vous permettez, je vais juste... Alors, je suis d'accord avec vous, Guy, pour dire que en effet, il y a une crispation sur la question du voile qui est instrumentalisée, qui est politisée, etc. Ça, c'est tout à fait évident et que c'est difficile d'en parler. Maintenant, moi, j'ai passé 30 ans à étudier cette question. Je dois dire que, au bout de ces 30 ans, ayant étudié aussi le marché halal, les normativités islamiques, je peux dire que, en effet, la question du voile, du hijab, du vêtement halal est absolument fondamentale, et si l'intrusion fondamentaliste islamiste est arrivée en 89 par le voile, ça n'est pas pour rien. Donc je suis d'accord que trop d'émotions tue le débat, c'est pas très intéressant, mais perdre de vue qu'il y a un lien évident entre le fondamentalisme, la violence, l'hyperprosélytisme et le voile, ça me paraît être une erreur fondamentale. Je crois que, et ça c'est ce que je voulais vous dire, enfin c'était une de mes questions de départ, il faut, et à laquelle d'ailleurs je crois que vous n'avez pas vraiment répondu, est-ce qu'on peut traiter les religions comme on traite les religions ultra-prosélytes et fondamentalistes qui ont un projet, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer leur système de loi. Et je crois que même si la jeune fille, effectivement, n'est pas comparable avec celui qui a assassiné, qui a décapité Samuel Paty, c'est quand même la même petite musique, c'est ce que Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère, mais c'est cette même atmosphère que ces gens partagent. Donc j'ai écrit, là je viens de terminer un livre là-dessus qui s'appelle « Le frérisme en Europe », qui va sortir aux éditions Odile Jacob dans 2 ou 3 mois, où je montre justement tous ces liens. Là, le hijab, ça n'est pas un signe, ça n'est pas un vêtement, c'est une norme. Ce qui est en jeu, c'est le voilement des femmes. Pas le vêtement des femmes, mais son voilement, sa disparition de l'espace public. Pourquoi? Parce qu'au cœur de l'islamisme, il y a un projet de société sexuée, c'est-à-dire où les hommes ont leur place, les femmes ont leur place. Tout ça a été dit par Dieu, donc ça fait partie, c'est le fondement même. Donc ils ne lâcheront pas l'affaire.
Et évidemment, quand je vois Fadila qui réagit comme ça, je la comprends parce qu'elle était, dès sa naissance, aux premières loges, dès sa naissance, elle a vécu ça de l'intérieur. Nous, on voit ça, je dirais, de l'extérieur, en se disant, oh là là, ces filles, etc., ça va passer, l'émancipation, etc. Non, la pression chez ces filles, elle est quotidienne, elle est permanente. Donc, on a vu, effectivement, moi je me souviens, dans les années 90, les profs me disaient, bon, enfin, cette question du voile, c'est qu'une question de temps, ça va s'arranger, etc. Moi, mes indicateurs sur le voile, sur le halal, n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et aujourd'hui, quand on regarde les rues à Bruxelles, ou le métro, si on prend le métro à Bruxelles, qu'on regarde bien, je dirais que 8, voire 9 femmes sur 10 d'origine maghrébine musulmanes ont le foulard. Et des foulards de plus en plus couvrants. Donc il y a une perception de la population qui, je suis d'accord, peut parfois être instrumentalisée, politisée, Marine Le Pen, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que ça, ce sont des signes qui ne trompent pas les gens de bon sens, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je vous assure que pour moi, c'est ma spécialité, c'est mon terrain de travail. Je le vois bien, ce lien. Et je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Vous êtes quoi? Vous êtes 50? On n'est pas tous d'accord. Non, mais bon. Attendez, il y a une question là, et puis après il y a aussi... Je ne comprends pas ce que vous voulez interdire de plus. On revient. Allez-y. On n'est pas tous d'accord. Non, je sais, mais Allez-y. j'ai l'habitude. Hein, bon.